mon confrère Mathurin Fumery, donc, qui est mon pendant en hépato-gastro-entérologie au CHU d'Amiens. Donc, on a beaucoup d'interactions pour les patients atteints de spondyloarthrite, moins pour les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Mais voilà, on essaye autant que faire se peut de travailler en équipe dans les services entre les dermatologues, les rhumatologues, les gastro-entérologues et puis les ophtalmos éventuellement. Donc c'est vraiment un travail d'équipe et on espère que dans vos hôpitaux respectifs, vous pouvez sentir une synergie entre les médecins. C'est pas toujours le cas, mais on a cette chance et c'est vrai que ça aide beaucoup. Alors peut-on prévenir les poussées inflammatoires de la polyarthrite rhumatoïde et des maladies inflammatoires chroniques intestinales? On aimerait bien trouver la recette pour, voilà, on a trouvé le bon traitement, j'ai plus jamais mal, plus jamais de soucis, ça serait formidable et on va voir comment on peut s'aider aussi. À partir de 2 axes, son rythme de vie, donc qu'est-ce que le patient peut faire pour lui, et puis à partir d'un monitorage un peu plus scientifique, qu'est-ce que le médecin peut faire pour le patient. Rythme de vie, savoir se ménager, ça c'est important. Vous voulez en faire beaucoup, vous voulez faire tout, vous voulez faire comme si vous n'étiez pas malade, on le sait bien, mais ce n'est pas possible. Il faut accepter d'être malade, il faut accepter d'avoir mal, il faut accepter d'être fatigué, il faut se connaître. Connais-toi toi-même, c'est vraiment un adage hyper important. Je me connais, je sens que je suis fatigué, ben j'arrête, je lève le pied, je me repose. Alors évidemment, c'est facile à dire. Hein. On a tous des enfants, on sait que ce n'est pas forcément très simple, mais voilà, il faut se faire aider et savoir limiter aussi. Sur le sommeil, sur le stress, sur l'alimentation et sur l'activité physique, on va voir un petit peu ce qu'on peut améliorer. Sur le sommeil, étude brésilienne qui étudiait la qualité du sommeil des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde chez une centaine de patients. Presque 20% avaient des troubles du sommeil. Je pense que ça n'étonnera personne ici. Quand la polyarthrite est mal contrôlée, par définition, c'est une douleur d'horaire inflammatoire, donc qui n'est pas calmée par le repos et qui réveille la nuit. Ça, c'est de la sémiologie d'étudiants en médecine de 2e année. Donc, évidemment, vous ne dormez pas bien, on le sait. Et quand vous avez eu des atteintes articulaires importantes, il suffit de faire un faux mouvement, de mal mettre son articulation et on a mal. Donc, 20%, je pense que c'est sous-estimé par rapport à ce que nous, on entend dans nos consultations, mais beaucoup d'entre vous souffrent de troubles du sommeil, on le sait bien. Alors la mauvaise qualité de sommeil, elle est aussi associée à une corticothérapie élevée. Donc là, on y revient, les corticoïdes, on essaye vraiment de mettre la dose la plus basse possible, voire de ne pas en mettre du tout. Un DAS28, le DAS28, c'est notre indice d'activité de la polyarthrite. Plus il est bas, mieux on est. Donc évidemment, plus la polyarthrite est active, moins vous dormez, on est d'accord. Syndrome dépressif, apnée du sommeil, c'est aussi associé, évidemment, à des troubles du sommeil. Voilà, donc plus l'activité de la polyarthrite rhumatoïde sur le bras droit était élevée et moins la qualité de sommeil était bonne. Ça se voit pour la dépression et pour plein d'autres choses. Donc tout ça, il faut en parler. Tout n'est pas solutionné par des médicaments, on est d'accord. Je ne mets pas mes patients sous antidépresseurs, on discute et on essaye de trouver des solutions. Aussi, dans les maladies inflammatoires intestinales, on a des données sur le sommeil et clairement, la qualité du sommeil impacte sur l'activité de la maladie. On est dans la session pour essayer de comprendre comment, dans notre vie quotidienne, on pourrait peut-être diminuer notre risque de poussée, de rechute chez les patients qui vont bien. Et là, clairement, c'est le cas. C'est une enquête aux États-Unis à partir de la CCFA. CCFA, c'est l'équivalent, si vous voulez, de l'AFA aux États-Unis. Et les patients participent à des enquêtes et on voit ici, chez 3100 patients qui ont été sondés, clairement, les patients qui ont des troubles du sommeil, donc c'était à partir d'échelles validées, c'est des patients qui sentaient que leur sommeil n'était pas réparateur, qui se sentaient fatigués au réveil, etc. Et clairement, les patients, en tout cas dans la maladie de Crohn, c'est pas vrai dans la rectocolite hémorragique, difficile à expliquer pourquoi, mais en tout cas, les patients atteints de maladie de Crohn qui avaient des troubles du sommeil, ils rechutaient plus que les patients qui n'en avaient pas. Et, il y a un problème de pile. Et quand on regarde les facteurs qui sont associés aux troubles du sommeil, dans toute la cohorte, le fait d'avoir une maladie active, on a des troubles du sommeil, on peut le comprendre, le sexe féminin, et après il y a 2 facteurs, le tabac, et je pense que, en tout cas pour les patients qui ont des maladies de Crohn, vos gastro-entérologues vous en parlent à chaque consultation pour l'activité de la maladie, on va en reparler, mais aussi, vous voyez que c'est un impact sur le sommeil, et les corticoïdes, donc là vous savez, ça a clairement un impact pour le sommeil, on vous les prescrit
On vous demande de les prendre le matin, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut les prendre le matin. Donc voilà pour le sommeil. Et après, on va passer à un chapitre sur le stress. Est-ce que Vincent, le stress a un impact dans la polyarthrite rhumatoïde? Alors, à votre avis? Oui, on est d'accord. Il faut essayer d'avoir une sérénité, une quiétude. Moi, j'inscris beaucoup de patients à la sophrologie. Franchement, je pense que c'est bien. Il faut être zen. Alors, est-ce que les facteurs psychologiques ont une influence sur l'activité de la polyarthrite rhumatoïde? Donc, étude menée en Turquie, plus de 270 patients sur plusieurs années. On leur faisait un questionnaire et puis 2 ans après, alors, voilà. En fait, on voit que 86% des patients disaient que oui, à chaque événement de vie important, et on verra ces différents événements, bah oui, forcément, ça a un impact sur la polyarthrite rhumatoïde. Alors, étude, voilà, j'ai été trop vite, voilà. Une autre étude japonaise, plus de 400 patients, et eux, là encore, sur 2 ans, on les prend à un temps T, on leur dit, sur les 2 prochaines années, vous allez noter dans un carnet tout ce qui vous est arrivé, que vous trouvez émotionnellement significatif. Et on va voir comment votre polyarthrite, à chaque fois, elle a évolué. Alors, je pense qu'il est stressé, le pointeur. Voilà. Alors, en gros, donc il y avait une étude sur 500 patients. Finalement, ils n'en ont gardé que 400 parce qu'il y a les changements de... Voilà, je voulais montrer que quand vous participez... Je vais y arriver. Voilà, quand vous participez... Ah ben non, je ne vais pas y arriver. Ça marche plus, monsieur? Je crois que c'est des branches. Voilà, bon, alors... Bref, croyez-moi sur parole, il y avait 500 patients, et puis on arrive à 470 parce qu'il y en a qui ont changé de domicile et qui n'ont pas voulu participer pendant 2 ans, etc., etc. Donc, on arrive à ça, à ce tableau que je trouve très intéressant, où je pense que ça va parler à tout le monde, des événements positifs. Je me suis marié, mon conjoint a eu un nouveau travail, j'ai plus de moyens financiers, il y avait un gros problème dans la famille, mais il est résolu, et ben, ça a eu un impact positif. Et puis au contraire, j'ai eu un deuil important, j'ai perdu quelqu'un dans la famille, mon conjoint est au chômage, j'ai besoin d'argent et puis j'ai un gros problème dans la famille, bah, évidemment tout ça, ça a impacté négativement l'activité du rhumatisme. Donc y faire attention, nous en parler, parce que ce n'est pas une cause de changement de traitement. À traitement égal, ben, on sait bien que les impacts émotionnels peuvent conditionner l'activité du rhumatisme. Donc ça c'est important. La réponse émotionnelle, meilleure elle est, plus on se connaît, plus on est capable d'anticiper les chocs, de les prévenir, de les absorber, et mieux c'est. Et je vous rappellerai les manifestations comportementales, vous avez un danger, vous êtes en détresse, si vous ne réagissez pas, devant un stress. Soit vous êtes immobile, soit vous fuyez, soit vous combattez. Mais tout un chacun ici, sur 100 personnes, il y en a 50 qui vont être tétanisés, il y en a 40... qui vont fuir, et puis il y en a 10 seulement qui vont combattre. Ça, c'est une statistique qui est applicable dans toute la population. Donc face à un problème, il faut savoir y réagir. Et ce n'est pas forcément inné, ce n'est pas forcément facile. On a un décès dans la famille, on n'est jamais préparé. Mais pour autant, il faut savoir accepter ça et savoir y répondre et y réfléchir et faire un travail. Des fois, on n'est pas capable de le faire tout seul. Ce n'est pas forcément le rôle du médecin traitant ou du médecin spécialiste. Il ne faut pas hésiter à aller voir un psychologue et aller en discuter. Ça, c'est important. Alors dans les Mickey aussi, il y a beaucoup de données sur l'impact du stress, mais c'est peut-être un peu différent de la rhumatologie parce que c'est très difficile d'évaluer le stress dans des études, puisque l'impact du stress, vous savez, peut donner des douleurs abdominales, des troubles du transit qui sont finalement les mêmes symptômes qu'une poussée par exemple. Donc c'est très difficile de mettre en évidence l'impact du stress sur l'activité de la maladie. Donc on sait, à partir de modèles animaux, de la recherche fondamentale, que clairement le stress est capable d'induire des molécules pro-inflammatoires au niveau du tube digestif. Ça, on le sait, c'est très très clair. La question, c'est est-ce que le stress est capable d'entraîner des poussées clairement de la maladie? Donc on a une littérature qui est très très riche, avec beaucoup d'études qui ont évalué ça. Mais du fait justement de caractère méthodologique et de la difficulté de mettre en évidence l'impact du stress sur les symptômes digestifs qui sont peu spécifiques, les résultats ils sont probablement
ils sont assez discordants. Mais finalement, clairement, on s'accorde à dire que le stress a clairement un impact, j'ai été trop loin aussi, a clairement un impact sur l'activité de la maladie. Et vous avez cette étude, si j'arrive à vous la montrer, cette étude en population canadienne où il y avait 600 patients inclus. Et clairement, les patients qui sont stressés, ici, ça avait été évalué aussi avec des échelles et des questionnaires, clairement les patients stressés font plus de poussées. Vous avez la ligne ici, c'est en anglais. Ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est qu'il semble que tous les stress n'aient pas les mêmes impacts. Et les patients qui étaient stressés à cause de leur maladie, l'impact de leur maladie, de la peur de faire une poussée, d'être hospitalisé, d'être opéré, ça avait finalement peu d'impact. Et le stress qui avait un impact sur l'activité de la maladie, c'est le stress au travail ou le stress à l'école pour les plus jeunes, le stress financier. Et donc c'est vraiment le stress de la vie quotidienne qui semblait avoir un impact sur l'activité de la maladie et favoriser le risque de rechute. Ça, c'est vraiment très intéressant. Il y a d'autres symptômes psychologiques qui peuvent agir sur l'activité de la maladie. Et là, c'est encore une très très belle étude suisse, avec 2000 patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin, maladie de Crohn et rectocolite hémorragique. Et vous voyez ici, ils ont pris que des patients qui allaient très bien. Et ils ont regardé au cours du temps le risque de rechute. Donc là, c'est des années. Et vous voyez le nombre de patients qui rechutent au fur et à mesure du temps. La courbe bleue, c'est des patients qui n'ont pas de symptômes dépressifs. Et la courbe rouge, c'est des patients qui avaient des symptômes dépressifs. Là, la même chose en miroir pour l'anxiété. La courbe supérieure, c'était des patients qui n'avaient pas de symptômes anxieux. Et la courbe rouge, avec des symptômes anxieux. Et vous voyez que les patients qui ont des symptômes dépressifs ou des symptômes anxieux rechutent plus que les patients qui n'en ont pas. Et tout ça, comme l'a dit Vincent, c'est pas le médecin avec ses traitements seul qui va pouvoir agir sur ces différents éléments. Et c'est là où on doit travailler de façon multidisciplinaire avec nos infirmières d'éducation thérapeutique, si on a la chance d'en avoir, avec la psychologue du service, etc. Et bien prendre le patient dans sa globalité et la prendre en charge de façon multidisciplinaire. Donc l'autre élément, c'est l'alimentation. Alors, en gastro-entérologie, ça semble évident que notre alimentation peut avoir un impact sur les poussées. Est-ce qu'en rhumato, Vincent, tu conseilles à tes patients certains régimes alimentaires pour éviter les poussées ? Eh bien, merci Mathurin. Oui, bien sûr, on peut proposer des choses, mais finalement, vous venez tous avec vos recettes de cuisine. Hein. Vous venez nous dire, oui, moi j'ai exclu le gluten, je vais beaucoup mieux. Moi j'ai exclu ceci, j'ai exclu cela. Finalement, quand on regarde les preuves dans la littérature, il n'y a pas grand-chose. Alors, il y a quand même un petit peu d'espoir sur ce qui est validé. Ouais, vas-y. Voilà, alors, il y a une méta-analyse. Donc, on reprend toute la littérature. Vous voyez tous les articles qui datent de plusieurs années, 87 jusqu'à maintenant, sur des essais sur les oméga-3, acides gras. Allez-y. Allez-y encore. Donc, ce qui s'intéresse à la fatigue, au nombre d'articulations douloureuses, au nombre d'articulations gonflées, à la douleur, etc. Et il regarde si un complément alimentaire, finalement, améliore les choses. Allez-y. Encore. Voilà. Et donc, vous voyez que souvent, c'est des capsules d'huile de poisson, donc des oméga-3. Je ne recommande aucune marque et aucun complément alimentaire en particulier. Hein. Ça, c'est plutôt la discussion du pharmacien. Mais la preuve, c'est que ça semble améliorer les paramètres de la polyarthrite rhumatoïde à traitement égal. Donc, pourquoi pas ? En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est ce que je trouve de plus significatif dans l'alimentation qui pourrait avoir une influence sur la polyarthrite rhumatoïde. Le reste, il n'y a pas grand-chose, on peut discuter, mais moi, je n'ai pas encore de traitement à vous préconiser. Allez-y. Voilà, avec amélioration de la raideur matinale articulaire notamment, amélioration de la qualité de vie chez des patients qui ont pris donc des oméga-3 pendant un certain temps. Donc pourquoi pas, ça vaut le coup d'essayer, en tout cas. Allez-y. Alors en gastro-entérologie, je crois que le professeur Carbonel a déjà parlé de ce sujet. Là, on est un peu peut-être dans une vision un peu différente, que c'est vraiment le patient qui est atteint de MICI, pas le risque de développer une MICI en fonction de l'alimentation, mais les patients qui sont atteints de MICI et qui sont en rémission, et on parle du risque de rechute. Est-ce qu'il faut adapter son alimentation ou pas ? Donc c'est une maladie du tube digestif, on imagine tous que les aliments ont un impact.
Et finalement, la littérature, elle répond mal à la question ou pas à la question. Donc ça, c'est une étude dans la rectocolite hémorragique où on a l'impression, il commence à y avoir beaucoup d'études qui vont dans ce sens-là, qu'une alimentation riche en viande et riche en viande rouge et peut-être aussi en alcool pourrait favoriser les poussées. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et ici, vous avez une autre étude dans la maladie de Crohn où une alimentation riche en graisse, et l'alimentation riche en graisse, c'est notre alimentation dans nos pays industrialisés, européens, américains, etc. Et surtout en graisse saturée, la graisse saturée, c'est les graisses animales, l'huile de palme, etc., pourrait, et je dis bien pourrait, parce que le niveau de preuve de ces études est très très faible, favoriser le risque de poussée. On a fait beaucoup d'études pour essayer de comprendre si certains aliments ou certaines conduites alimentaires, certains régimes pourraient favoriser le risque de rechute. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des FODMAPs. C'est un régime qui a été proposé chez les gens qui ont des syndromes de l'intestin irritable. Et il serait efficace chez les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable en termes de nombre de sels notamment. Globalement, il y a eu un essai dans la maladie de Crohn. L'essai était négatif, il n'y avait aucun impact. Après, on s'est intéressé au régime riche en fibres, parce qu'il y a des patients qui décrivaient une diminution du risque de poussée quand ils mangeaient beaucoup de fibres. Il y a eu plusieurs essais randomisés négatifs. Après, il y a, comme l'a parlé Vincent en rhumatologie, un espoir avec un effet anti-inflammatoire des oméga-3. Il y a eu un essai randomisé contrôlé contre placebo, donc finalement la meilleure étude qu'on peut faire. On prend un placebo, on tire au sort les patients pour avoir soit des oméga-3, soit un placebo négatif aussi. Donc à l'heure actuelle, à mon sens, et moi c'est ce que je dis en tout cas à mes patients en consultation, quand on va bien, il n'y a aucun régime alimentaire particulier à faire, ou en tout cas il n'y a aucune restriction alimentaire à faire de particulier pour éviter les poussées au vu de la littérature actuelle. Il y a quand même des pistes intéressantes avec un essai qui a montré peut-être un intérêt pour une supplémentation en vitamine D. Donc c'est une piste, c'est à confirmer. Pour l'instant, il n'y a pas assez de preuves scientifiques pour pouvoir recommander ça. Et il y a une autre molécule d'intérêt qui est le curcumin, qui est une épice qu'on utilise beaucoup en Inde notamment. Et le curcumin a un effet anti-inflammatoire. Ça a été montré que le curcumin en fait est un agoniste de PPAR gamma qui est la même cible que le 5-ASA par exemple. Et ça a une propriété anti-inflammatoire. Il y a plusieurs essais thérapeutiques. Il y a notamment un essai thérapeutique en cours qui est français, multicentrique, qui est coordonné par Clermont-Ferrand, qui évalue l'efficacité du curcumin en plus de l'Immurel en prévention de la récidive post-opératoire dans la maladie de Crohn. Donc tout ça, c'est des pistes extrêmement intéressantes, mais finalement, c'est assez décevant. Et moi, quand je vois mes patients, en tout cas à la consultation, qui vont bien, je ne recommande aucun régime alimentaire particulier. L'autre question, c'est l'activité physique. Vincent en a parlé un peu tout à l'heure dans la communication précédente. Dans les maladies inflammatoires, finalement, il y a assez peu de données. Est-ce que l'activité physique améliore ou diminue le risque de rechute dans la maladie de Crohn? Globalement, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est clairement que ça améliore la qualité de vie. On sait pas si, on sait, la recherche fondamentale a montré que quand on avait une activité physique, les muscles relarguaient quelques substances anti-inflammatoires et ça pourrait potentiellement diminuer le risque de poussée. Mais globalement, il n'y a pas d'études bien faites qui l'assurent dans les MICI. Mais clairement, quand on a une activité physique, globalement, on a une meilleure qualité de vie, on a une meilleure morale, on tolère mieux probablement ces symptômes. On en arrive au tabac. Alors c'est moi qui ai introduit le tabac ici parce que c'est un mot que dans la maladie de Crohn on entend parler tout le temps. Donc le tabac, en dehors de la maladie de Crohn, vous savez, ça augmente le risque de cancer, de nombreux cancers, cancer des voies aérodigestives supérieures, cancer du poumon, cancer de vessie, etc. Ça augmente aussi le risque cardiovasculaire, infarctus, AVC, etc. Et on sait maintenant depuis peu, sur l'exemple des rhumatologues qui avaient montré ça depuis très longtemps, que la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique est associée à une augmentation du risque d'AVC, d'infarctus, notamment quand on a une maladie active. Et quand on a une maladie inactive, en rémission, on a un risque beaucoup plus faible. Et donc clairement, ça je pense que tous les patients atteints de maladie de Crohn savent ça ici. Quand on a une maladie de Crohn et qu'on fume, et vous voyez ici, c'est la courbe des non-fumeurs et ici la courbe des fumeurs, pour les pousser, et ben, quand on fume, on a un risque de poussée qui est beaucoup plus important au cours du temps. On a aussi un risque d'hospitalisation qui est beaucoup plus important au cours du temps et de corticoïdes. Il y a des études qui ont montré aussi que dans la maladie de Crohn, les patients qui fumaient étaient plus souvent opérés que ceux qui ne fumaient pas. Et l'autre message, c'est que
Maintenant, on prescrit des traitements qui sont clairement efficaces, notamment les immunosuppresseurs, les anti-TNF. Ben, même quand on est sous immunosuppresseur et sous anti-TNF, fumer a un impact. Et on rechute plus, vous voyez ici sous immunosuppresseur et ici sous anti-TNF. Donc c'est extrêmement important d'arrêter de fumer quand on a une maladie de Crohn. Alors on aura peut-être la question tout à l'heure, qu'en est-il de la rectocolite hémorragique, etc. C'est toujours la même question. Vous savez qu'il y a un impact qui est plutôt positif dans la rectocolite hémorragique, complètement différent de la maladie de Crohn. Le tabac garde quand même quand on a une rectocolite hémorragique, un risque de cancer du poumon, d'AVC, etc. Et ça tue vraiment. Et c'est indispensable d'arrêter de fumer, quelle que soit la maladie qu'on a. Une question sur le cannabis, parce qu'on en entend beaucoup parler, de plus en plus. Je reviens de passer un séjour aux États-Unis dans un État où c'est légalisé, en pratique récréative, mais aussi en pratique médicale. Et les questions à la consultation avec le gastro-entérologue, c'était toutes les 4 consultations, on avait une question sur le cannabis. Alors, est-ce que la consommation de cannabis peut avoir un impact sur l'activité de la maladie? On commence à avoir des données assez solides, avec même des essais randomisés contrôlés avec du placebo, que ça soit sous forme orale, sous forme de fumée. Et globalement, il n'y a pas d'impact. Il y a même des études qui ont montré qu'il y avait cette étude, notamment, les patients qui fumaient du cannabis étaient plus souvent opérés que les patients qui ne fumaient pas. Donc à mon sens, aujourd'hui, on ne peut pas recommander, de toute façon, ce n'est pas encore accessible en France, quoi qu'il arrive, mais ça l'est aux États-Unis, on ne peut pas recommander du tout la marijuana, le cannabis, quelle que soit sa forme, dans les maladies inflammatoires intestinales. Alors voilà pour les conseils de vie. Après, comment est-ce que nous, les médecins, on peut vous aider? Alors ça, c'est le diaporama très simple que je montre aux étudiants en médecine. Vous voyez, c'est très compréhensible. Pourquoi j'ai une polyarthrite rhumatoïde? Donc en fait, tout vient d'ici, probablement, des bactéries. Il y a probablement une infection qui commence, et c'est pour ça que certaines bactéries ont la capacité de transformer les peptides. C'est-à-dire que les protéines du soi, votre système immunitaire, il les reconnaît, pas de problème, il ne les attaque pas. Mais dès lors qu'une bactérie est capable de citruliner une protéine, de la faire changer, un seul acide aminé va faire que comme ce n'est pas la même charge et le même pH, la conformation en 3 dimensions de la protéine, elle va se modifier. Donc une protéine du soi va ne plus être reconnue par le système immunitaire, elle va devenir une protéine du non-soi. Donc un peptide citruliné, il va être présenté à toute la machinerie immunitaire qui va le considérer comme un agresseur. Et c'est de là que viennent les anticorps antipeptides citrulinés qu'on a dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc dans toute cette machinerie-là, on l'étudie de mieux en mieux et on essaye de voir, puisqu'après il y a plein de cellules qui sont mises en jeu, il y a plein de médiateurs de l'inflammation qui sont produits, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut prédire chez un patient une poussée de son rhumatisme. Une des recherches... Non, ça va. Une des recherches qu'on avait menées, peut-être que des patients ici sont traités par MabThera, c'est un traitement qui se fait par cycle, une perfusion, une autre 15 jours après, et ça diminue les lymphocytes B. Et en fait, on s'est rendu compte que ces cellules-là, elles devenaient pratiquement indétectables dans le sang, et puis avec le temps, elles remontaient tranquillement. Donc tous les 2 mois, avec des patients volontaires, on refaisait une prise de sang, et on s'est rendu compte qu'un certain type de cellules remontait avant que les patients reflambent leur polyarthrite rhumatoïde. Donc en fait, ça nous permettait de monitorer le devenir de la polyarthrite. On savait prédire qu'une poussée allait venir dans les 2 mois. Donc du coup, on faisait le traitement ni trop peu, ni pas assez. On était juste sûr, à un moment donné, que la polyarthrite, si on ne fait rien, elle va revenir. Parce qu'évidemment, vous savez tous que les biomédicaments, ils ont un risque d'effet indésirable, notamment d'infection. Donc on essaye d'en donner, mais pas trop, parce que sinon, on est sur l'autre balance négative. On a plus de risques que de bénéfices. Mais avec ce genre de méthode, on peut, pour certains traitements, adapter la posologie aux patients. Donc ça, c'était valable pour le rituximab. Prédire la réponse au traitement et de là, être sûr qu'il ne va pas y avoir de poussée, c'est encore un vœu pieux. On a fait des analyses génétiques, protéomiques, transcriptomiques, on essaye de faire plein de choses, mais pour le moment, il n'y a pas encore de méthode qui permette de savoir à quel traitement tel ou tel patient va répondre. Alors, donc, certains disent que certains anticorps sont associés à une meilleure réponse de tel ou tel traitement.
vous êtes beaucoup à avoir des anti-CCP, vous êtes beaucoup à avoir une polyarthrite rhumatoïde, et on ne peut pas tellement se baser sur la présence d'anticorps. Ils disent que vous avez une maladie, mais ils ne vont pas nous dire si tel ou tel traitement va répondre. Moi, je crois beaucoup plus, et c'est les recherches que nous menons actuellement dans le service d'Amiens, aux lymphocytes, c'est-à-dire on a pris chez nos patients avant traitement une population lymphocytaire, on a regardé au temps zéro, on a traité nos patients, et au bout de 6 mois, on a regardé ceux qui répondaient, ceux qui ne répondaient pas. Ainsi, on a pu se rendre compte que chez certains patients, avoir ce qui s'appelle certaines cellules des lymphocytes B régulateurs, ça permettait de prédire une bonne réponse aux anti-TNF, ou au contraire, avoir pas beaucoup de cellules TH17, ça permettait d'avoir une bonne réponse à la batacept. Donc on a des petites méthodes, on les développe. Là, c'est sur 30 patients, hein, c'est à l'échelle d'Amiens, hein, on n'est pas un super centre mondial de rhumatologie, mais pour autant, voilà, la recherche avance un petit peu, et grâce aux patients, que je veux remercier ici, qui ont accepté séquentiellement de donner leur sang. Donc quand vous faites partie d'un essai clinique, vous nous aidez énormément. Donc vous aidez les générations futures, puisque plus on comprendra, plus les suivants, quand ils auront une maladie, on pourra dire si tel ou tel traitement va avoir des chances d'être efficace ou pas. Donc un grand merci. Alors en gastroentérologie aussi, en pratique clinique, on essaye de prédire les rechutes, en tout cas de prédire la rechute quand la maladie elle est déjà là, mais que les patients n'ont pas encore de symptômes. C'est pour ça que quand vous allez bien, il faut continuer à voir votre gastroentérologue pour faire de temps en temps des CRP, voire pour certains d'entre vous des calprotectines, voire des endoscopies, parce qu'on sait que quand ces marqueurs augmentent ou quand les lésions arrivent, il y a un risque de rechute qui est plus important. Donc ça, le monitoring, on appelle ça, c'est déjà la pratique clinique. Qu'en est-il en recherche? On a quelques données pour essayer de prédire quels sont les patients qui sont rechuteurs, et ça, c'est une étude qui a été faite à partir de la cohorte STORY. STORY, c'était une étude du GTED, qui est le groupe français d'études des maladies inflammatoires intestinales, qui avait évalué le risque de rechute après l'arrêt de l'infliximab. Et ce qui est très intéressant, c'est que notamment l'équipe du professeur Sexic, qui travaille avec M. Baugery, que vous avez vu tout à l'heure, a pu montrer que les patients qui avaient un certain profil quantitatif et qualitatif de flore intestinale allaient plus souvent rechuter que d'autres. Et donc ils étaient capables d'identifier, pas à 100%, il y a rarement des marqueurs en médecine qui sont capables d'identifier des patients à 100% ou un risque de rechute systématiquement, mais en tout cas les patients qui avaient un taux bas de cette bactérie, Faecalibacterium prausnitzii, FPRO comme on dit, que vous allez entendre parler de plus en plus, qui a des propriétés anti-inflammatoires, et les patients qui avaient un taux bas dans leur microbiote fécal de cette bactérie rechutaient plus souvent. Alors peut-être que dans le futur, on en est très loin encore, on sera capable de prédire, et on sera peut-être capable d'analyser en pratique clinique la composition du microbiote fécal chez un patient à un moment T. Pour l'instant, on en est loin, mais peut-être que c'est une piste thérapeutique pour l'avenir. Et donc on va arriver à nos diapositives de conclusion. Et finalement, peut-être que la conclusion, c'est celle-ci, c'est qu'aujourd'hui, pour prédire le risque de rechute, et l'élément le plus important, c'est peut-être encore l'observance thérapeutique. Et on sait que c'est un message qui semble évident, mais ici, vous avez une revue de la littérature dans les maladies inflammatoires intestinales. Et même sous biothérapie, même sous anti-TNF, on pourrait imaginer que les patients sont extrêmement observants, puisque c'est globalement les patients qui ont les maladies les plus sévères. Et certains de ces traitements sont administrés à l'hôpital. Mais vous voyez ici les taux d'adhérence qui sont de façon extrêmement surprenante assez bas. Et donc clairement, c'est extrêmement important d'avoir une observance la meilleure possible, voire parfaite de ces traitements. Merci de votre attention. On est ouvert aux questions. Merci, professeur Coeb et professeur Fumery, de ces explications qui, j'espère, vous auront intéressé.